Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, un entretien avec Clémence Mollet. Coucou Clémence. Salut! Clémence va nous parler de son activité professionnelle et notamment de l'utilisation de l'impro appliqué dans son univers professionnel. Tout à fait. Euh, Mais avant tout ça, Clémence, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée dans le monde de l'impro et peut-être du coup plutôt par le monde artistique ou loisir, voilà. Donc je te laisse te présenter d'abord. Artistiquement? Mhm. Hein, hein. Alors moi je j'ai pas commencé l'artistique par l'impro. J'ai commencé par le théâtre classique. Voilà, mais j'ai commencé tôt, j'étais au collège, j'étais en 6e ou en 5e et j'ai rejoint le Conservatoire national de Troyes, puisque je suis née à Troyes. Et là, j'ai fait, tout mon cursus, théâtral en fait jusqu'à la terminale, jusqu'au bac. Donc du coup, on faisait du théâtre classique. Alors après, le théâtre classique se travaillait par l'impro, mais moi, à cette époque-là, c'était pas une discipline à part entière. C'était, je faisais du théâtre et puis parfois on faisait des impros et cetera. J'ai continué pendant longtemps à faire du théâtre et j'ai découvert l'impro finalement en tant que tel assez enfin que c'était accessible à mes yeux assez tard. Voilà, je dirais 2013-14, enfin vraiment c'est quelque part assez récent. Et donc du coup, je suis tombée dans l'impro, vers ces eaux-là, vers 2014, où j'ai rejoint une troupe dans laquelle je suis toujours aujourd'hui, qui s'appelle les Kikos, ou on peut dire aussi les Kikos. Nous avons toujours pas acté sur comment on prononce, donc du coup, voilà, qui est basée à Paris, où on travaille sur des longs formats, entre autres. On travaille avec la musique, et cetera. Et donc voilà, donc du coup, je suis tombée dans l'impro de cette manière-là, mais à la base par le théâtre classique. Voilà. Ok. Et tu es allée à Paris pour des raisons de formation, continuité de Profe formation, travail, qu'est-ce qui... Travail, ouais, pour des raisons professionnelles, en fait, donc moi, j'ai fait mes études à Lille, hem et puis, en fait, quand j'ai fini mon master, pour trouver du boulot, en fait, j'avais fait mes stages à Paris et puis finalement, j'ai trouvé du travail à Paris, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée, à la capitale. C'était pas un objectif, je m'étais jamais dit: «Un jour, j'irai vivre à Paris». Et puis, beh, comme j'imagine beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, je suis tombée amoureuse de la ville en y vivant et du coup, je fais désormais partie des gens qui se disent parisiennes. Ouh, je sais, j'ai dit un gros mot, mais oui, désormais je me sens parisienne. Ok. Et tu parlais du conservatoire, tu parlais d'un master. Est-ce que tes études étaient en lien justement avec l'artistique ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Pour moi, j'ai fait le conservatoire parce qu'en fait, à Troyes, à l'époque, je pense qu'il y avait pas beaucoup d'autres options, en fait, pour faire du théâtre. Donc mes parents m'ont inscrit au conservatoire. J'habitais dans la rue, enfin, je veux dire, tout était pratique. Hem Et donc du coup, effectivement, ça a un côté hyper sérieux et cetera. J'ai découvert beaucoup plus tard qu'effectivement, j'avais une base hyper technique, grâce à ça. Mais moi, j'étais, au collège et du coup, je faisais du théâtre parce que je trouvais ça chouette, tu vois? Et puis alors moi, j'ai fait des études de langue. Moi, j'ai fait langues étrangères appliquées, anglais, allemand, à Lille. Donc rien à voir parce que, bah, j'aimais bien ça. J'aimais bien les langues et je savais pas du tout quoi en faire comme métier. Hem Et d'ailleurs mon premier métier, je travaillais dans la com et le marketing, donc tu vois, ça n'a absolument rien à voir et donc j'ai travaillé quand même pendant plusieurs années, là-dedans quoi. J'ai été salariée d'agences de com, j'ai fait de la com, du market et tout. Je travaillais dans des grosses boîtes à Paris, je OK. partais, je prenais le métro, j'étais trop une, Wonder Woman, tu vois? Mmh. OK. Tu étais à Lille 3? Non, Ah d'accord. j'étais à la Cato de Lille. Ah d'accord, OK, ça marche, ça marche. Mmh. Ouais, ouais, j'étais Heu, encore à la Cato. cool, ça marche. Merci. Et donc Kiko ou Kikos, qui est une, ligue amateur, c'est déjà une compagnie professionnelle? C'est une ligue amateur que moi j'ai rejoint, elle était existante. En fait, c'est rigolo, c'est une ancienne collègue qui m'a dit: «Écoute, je quitte Paris». Donc je travaillais avec cette fille, qui s'appelle Marion et Marion m'a dit: «Je quitte Paris, je te verrais bien faire de l'impro dans ma troupe. Est-ce que tu veux, me remplacer? Parce que je pars vivre à Amsterdam». Donc je suis allée voir les Kikos jouer.
J'ai trouvé ça génial et j'ai dit: «C'est impossible, je ne pourrai jamais faire ça», comme beaucoup de gens qui ont déjà vu de l'impro et pourtant j'avais mon bagage de comédienne et cetera, mais je me suis dit: «Moi, jamais». Et puis j'ai été boire un verre avec eux 1 fois, 2 fois et puis la troisième fois, ils m'ont dit: «Bon, bah, c'est bon» et puis c'était bon et puis on a commencé à travailler comme ça, hem et c'était génial. Enfin, c'est une révélation, c'est ouvert une espèce de champ des possibles. OK, Mmh. merci. Et du coup, qu'est-ce qui ou comment s'est inscrit, l'impro dans, Ma vie professionnelle. vie professionnelle? Quel a été le tournant, le déclic? Alors c'est marrant parce que je pense que quand j'ai non, attends, comment je vais raconter ça? Il faut que je le raconte dans l'ordre. Donc en fait, j'ai effectivement travaillé dans la com et le market, pour, dans l'IT, voilà, je travaillais pour des grosses boîtes informatiques et cetera. Et puis en fait, pendant ma dernière année de salarié en agence, j'ai, heu, j'ai frôlé comme qui dirait le burn-out. Tiens donc, un mot à la mode, mais c'était le cas et j'avais, 25 ans, tu vois? Mmh. Et en fait, pile à ce moment-là, l'agence, il y avait une restructuration et qui disait: «Bah, si vous ne signez pas le nouvel avenant à votre contrat, vous pouvez profiter d'un licenciement économique». Et en fait, bah, ça tombait au bon moment. Donc en fait, j'ai pris le licenciement économique qui m'a, permis de me poser la question de: «Bah, tu as 25 ans ma grande, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande?» Et je me suis dit, il y avait toujours quelque part le théâtre un peu dans le coin et je venais de découvrir grâce à l'agence qu'existait le théâtre d'entreprise. Je savais même pas que c'était une option possible et je me suis dit que j'allais aller regarder ça de plus près, en fait. Et donc du coup, quand je suis partie de l'agence, déjà je me suis inscrite dans une école de comédien en me disant: «Peut-être que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie». Et puis en parallèle, j'étais suivie par l'AFPA, tu vois quoi? Mmh. Et j'ai eu une conseillère absolument, formidable, voilà. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de compétent, de formidable et de génial qui, en fait, s'occupait des personnes licenciées économiques. Et je lui ai dit que je pensais au théâtre d'entreprise, à la formation par le théâtre et elle m'a dit: «Ah bah, si tu veux, moi je donne des ateliers pour des personnes qui sont licenciées économiques. Si tu veux te faire la main et essayer de tester des trucs avec eux comme ça on co-anime ensemble et ben, faisons ça». Donc en fait, j'ai commencé, comme ça. Elle m'a donné ma chance. En fait, elle donnait des ateliers pour des personnes qui en fait étaient dans mon cas, qui avaient besoin de reprendre confiance dans leur parcours et moi, au fur et à mesure, j'ajoutais, de la respiration ventrale, de la mise en situation réelle et en fait, sans le savoir, j'ai appris et découvert à faire mon métier, alors que moi-même j'étais dans un parcours de licenciement économique, en fait. Mmh. Et puis, bah, du coup, au bout d'1 an d'accompagnement, d'école de comédien, l'école de comédien, j'ai fait: «Bon, bah, en fait, je crois que j'ai pas envie de faire ça, Mmh. mais en fait, je crois que j'ai envie d'utiliser l'outil, pour, aider des gens, pour, hem et puis le travailler avec des personnes qui étaient licenciées économiques, je m'étais rendu compte à quel point c'était puissant, de pour reprendre confiance en soi. Et puis finalement, il y avait une dimension d'impro là-dedans, mais sauf que je le savais pas vraiment encore que enfin, tu vois? J'avais pas mis le mot. Pour moi, je faisais déjà du théâtre, tu vois? Mmh. Et donc voilà et donc en fait, en parallèle, je venais de commencer l'impro, tu vois? Ah, c'était la même période? Quasiment, 2014 à peu près, à peu près. C'était à 1 an d'écart. J'avais commencé l'impro peut-être 1 an avant, tu vois? Enfin, ça s'est imbriqué quasiment en même temps. Donc en fait, je me suis dit: «Mais en fait, l'impro, ça serait encore mieux, pour faire ce que je voudrais faire». Sans savoir que ça existait déjà et qu'il y avait sûrement déjà plein de gens qui le faisaient, je me suis dit: «Mais c'est un super métier que tu devrais faire» et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à, faire ça. Donc je me suis mise à chercher pour commencer donc je me suis d'abord installée en auto-entrepreneur, donc du coup c'est une une merveilleuse expérience que de créer son compte URSSAF, son machin, son truc, c'était génial et puis d'un coup me voilà existante, entreprise et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et bah, j'ai commencé par, démarcher des boîtes qui faisaient ça, tu vois? Pour faire de la marque blanche, en fait, pour mmh. travailler pour une boîte qui faisait ça et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler et donc mon grand secret pour commencer à travailler, puisque je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à faire ce métier, je me suis dit: «Ah putain, il y a vraiment plein de gens qui font ça, c'est incroyable» et ben, en fait, moi, ma porte d'entrée, enfin mon pied dans la porte plutôt, ça a été l'anglais. Merci LEA.
C'est qu'en fait, j'étais capable de faire des ateliers d'impro appliqués ou en tout cas, pour les premiers ateliers, c'était vraiment du team building, des choses vraiment plutôt, fun, et j'étais capable de le faire en anglais. Mmh. Donc en fait, les boîtes qui faisaient ce genre de prestations avaient peu de comédiens qui étaient capables de le faire en anglais. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai mis mon pied dans la porte en disant: «Mais moi je sais faire, hein, mais je sais le faire en français aussi». Ah! Et donc du coup après je pouvais rester un petit peu. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Mmh. À la base en pensant faire du théâtre d'entreprise, donc on est bien d'accord que ce n'est pas du tout la même chose. Mais à la base, c'était ça que je visais. OK, très bien, super, Voilà, merci. Hem, j'ai 2 questions qui me dis-moi. viennent comme ça, je vais commencer par la première. Ouais, vas-y. Tu as dit qu'avec l'impro, ça serait peut-être mieux. Mmh. En quoi? Ah ouais, c'est intéressant comme question. Parce que je me suis rendu compte que le théâtre, on avait du texte et qu'en fait, quand je faisais faire des mises en situation réelles à des personnes qui étaient licenciées économiques, par exemple, je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup plus les compétences de l'improvisateur-trice que du comédien pur et dur. C'est-à-dire qu'on était quand même plus sur la spontanéité, se faire confiance, ne pas savoir exactement la question qu'on allait nous poser sur un entretien, par exemple. Et donc du coup, d'être plus dans la réactivité et l'instant présent, le côté assertif, qu'on peut retrouver chez l'improvisateur triste. On a aussi chez le comédien, mais le comédien, il a quand même déjà son texte, qui est écrit et puis il a un metteur en scène qui peut le corriger. L'improvisateur triste, non. Mmh. Donc c'est pour ça, je me suis dit: «Mais en fait, attends, c'est quand même vachement plus puissant comme outil. Tiens». On est quand même très cousins, hein, enfin, je veux dire comédien, comédienne ou improvisateur, autrice, c'est pas ce que je Oui, dis, mais oui. c'est vrai que ça ressemblait plus à ça. Mmh. OK, et tu disais que tu avais, démarché des boîtes qui faisaient déjà des prestations comme ça, donc tu parlais de faire en marque blanche. Comment on aborde, ces entreprises quand on a, alors je 0 expérience. oui, voilà, je voulais pas dénigrer, je voulais pas rabaisser, je voulais oui, non, mais je veux dire, tu partais, si j'ai bien compris, d'ateliers où on t'a offert une certaine, chance. Mmh. C'est une super opportunité qu'elle t'a laissée. Tu as raison de dire qu'elle était géniale cette Non, mais elle était dernière là. géniale cette femme. Je l'aime d'un amour de ouf. Ouais, ouais, franchement, c'est chouette. Qui te laisse faire ça, qu'est-ce que tu mets sur le CV? Qu'est-ce si tu donnes un CV, donc voilà, la question globale, c'est comment tu démarches? Déjà, j'ai refait tout mon CV avec cette personne justement. J'ai Mmh. tout pour qu'il devienne plus du tout comme marketing, mais qu'il devienne comédien, comédienne et donc j'ai surtout mis en place, qu'est-ce qui existait dans mon parcours qui avait attrait de près à la comédie ou à l'art dramatique. Donc du coup, je me suis rappelé que j'avais quand même un diplôme de fin d'études du conservatoire qui était quelque part, que je n'avais jamais réellement utilisé auprès de qui que ce soit. J'avais jamais dit à personne: «Tu sais, je suis diplômée de conservatoire», parce que, bah, ça me servait à rien dans la vie. Mais d'un coup, c'est devenu important et intéressant. Mmh. Donc ça, tu vois, c'est arrivé sur le CV aussi. L'expérience à l'AFPA évidemment a été ajoutée et puis surtout, ce que je disais beaucoup et ce que je dis d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que, bah, j'avais travaillé en entreprise et que je savais exactement à quoi ressemblait une entreprise Mmh. et que du coup j'avais donc les compétences de la comédienne, et également je savais à quoi ressemblait un open space, un N+1, un N+2, un stagiaire, un tout ça. Et puis j'avais travaillé dans des très grosses boîtes de, plus de 1000 personnes et puis des structures de 50 personnes. Donc du coup, voilà. Ce que je proposais au début, c'était plutôt ce que j'avais déjà, ce qui était vraiment des qui étaient mes compétences, quoi. Et puis au début, surtout, je proposais pas des ateliers, très, élaborés, je pense. Quand je reviens en arrière, je faisais du team building, cool, tu vois? On faisait des jeux, l'idée c'était que tout le monde y s'entende bien et en anglais ou en français. Voilà. Voilà, je m'appuyais là-dessus et puis surtout, comme tu disais, 0 expérience, mais aussi j'avais pas de réseau. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient déjà ça. Je connaissais personne dans mon entourage qui faisait ça
Et puis, voilà. Puis en fait, c'est en rencontrant les gens que je leur disais que, bah, voilà, j'étais prête à y aller, quoi. Bon, bah, ça a marché plusieurs fois quand même. Et puis on m'a fait à nouveau confiance et puis j'ai pu donner des premiers ateliers et puis les améliorer au fur et à mesure aussi. Ce que j'appréciais beaucoup, c'était de travailler plutôt avec des boîtes qui me laissaient une certaine liberté dans la création de mes ateliers, et pas, «Il faut que tu suives, tel exercice dans tel ordre», qui m'est encore arrivé récemment et je me suis rendu compte à quel point en fait je j'arrivais pas du tout en fait à faire ça. C'est là que tu vois que je suis vraiment devenue improvisatrice, parce que, «Il faut suivre le texte». «Ah, tu sûr?» «Bof». Alors que bon, normalement je sais faire. Hem Donc ça, c'est du coup, je c'est comme ça que j'ai commencé, ouais, vraiment. Je m'appuyais beaucoup sur j'ai travaillé en entreprise, je suis comédienne, je fais de l'impro, j'ai de l'expérience avec des personnes qui étaient en recherche d'emploi. J'avais trouvé une première expérience avec des jeunes aussi qui étaient dans des foyers de jeunes travailleurs. Donc j'avais deux 3 expériences à mettre en avant, et j'en parlais du coup beaucoup. Mmh. Les boîtes que tu as démarchées, elles faisaient, ce que tu as nommé team building et je sais pas, c'était surtout ça que tu faisais, au départ Au ou départ, c oui. ouais? Au départ, oui. Déjà, je pense parce que je pense que je me sentais pas de faire autre chose. Mmh mh. Hem Et puis parce qu'au début je pense que quand j'ai commencé ce métier, je pense que, j'avais vu cette possibilité-là et la possibilité d'aider des gens qui, cherchaient un job et qui recherchaient à avoir confiance en eux. Mais j'avais pas forcément connecté tous les points que potentiellement on pouvait accompagner des groupes sur ce sujet-là aussi et aller plus loin, tu vois? Je pense qu'au début, je me suis dit je sais pas ce que je me suis dit d'ailleurs, tiens. Je pense que juste j'y allais piano, quoi. Je me suis dit: «Bah, ouais, on va faire du team building par l'impro, c'est chouette». Donc au début, je faisais que ça, ouais. Enfin, j'ai vite fait autre chose quand même, parce que y a c'est tellement puissant comme outil qu'à un moment donné, tu te dis: «Mais ça va au-delà. Il faut que je fasse d'autres trucs». On va en parler. Mmh mh. Ah Hem, bon? pour Bon, d'accord. hem, non, tu venais auprès des organismes qui faisaient des prestations de team building. Tu es venu avec ton CV bien refait pour mettre en évidence des compétences, artistiques et Je aussi ris parce que le premier était vraiment très laid. ah Très, OK, très d'accord. moche, mais On le oui. mettra en pièce jointe, en commentaire, non je hem, et quoi? On vient et on dit: «Bah, moi, je sais faire de l'impro, j'ai déjà été en entreprise», ça suffit? Est-ce Bah, que déjà, c'est il faut qu'ils déjà acceptent pour l'intro de te rencontrer. déjà C'est-à-dire que moi, qu'ils acceptent de te rencontrer? déjà, ça, c'était quasiment gagné. S'ils Ah, acceptaient dès de me qu'ils rencontrer, mmh mh. après il y avait plus qu'à, bon, Mmh mh. hem, mais j'ai eu beaucoup de mails, non répondus. Beaucoup, 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 beaucoup au début. D'accord, oui. Non, parce que je me dis: «Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? Est-ce que» Non, c'était difficile. Après, la chance que j'avais, c'est d'habiter Paris et qu'il y avait beaucoup de structures existantes qui utilisaient le mot, théâtre au service des entreprises. Du coup, j'avais testé énormément de choses, sur des outils de recherche. Enfin, tu vois, je cherchais plein de choses possibles. J'y mettais pas forcément le mot impro parce que maintenant et c'est là où je me dis: «J'ai vieilli», c'est que maintenant l'impro au service des entreprises, tu as beaucoup d'informations. Mais il y a 7 8 ans, on utilisait plutôt le terme de théâtre au service de l'entreprise et cetera ou alors peut-être que c'était simplement moi qui cherchais aussi le mot théâtre. Hem et puis déjà donc oui, donc en fait, il y a déjà, envoyer ton CV, dire que tu existes et puis après il y a deux trois personnes qui te disent: «Ah bon, bah oui, on se rencontre» et comme je te disais, bah moi, on me rencontrait parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui savait le faire en anglais. Clairement, ce qui les intéressait sur mon CV, c'est anglais OK. et ils me disaient: «Mais du coup, vous pouvez le faire en anglais?» «Bah ouais, bien sûr!» Bon, bah, la première fois, j'étais complètement en panique, en trac et en angoisse de me dire: «Je va falloir que je fasse ça en anglais». Puis en fait, bah, l'anglais, c'est un peu comme un moteur diesel, si tu veux. Tes Mmh 3 mh. premières phrases, elles sont dégueulasses grammaticalement parlant, puis après tu te lances, puis tu t'écoutes plus parler et puis hop,
s'est lancé et je faisais ça auprès de personnes qui étaient et francophones et internationales. Donc du coup, c'était pas forcément des gens qui étaient tous anglophones. Donc ça va, c'était pas des gens d'Oxford, tu vois? Là, je sais pas trop si j'aurais été très à l'aise quand même. Mais du coup, c'était vraiment ça, ma porte d'entrée, c'était de miser sur l'anglais, Mmh. heu, parce qu'on n'était pas nombreux, sur le marché à savoir faire ça. Et puis une fois que je les rencontrais, bah oui, en fait, je leur racontais mon parcours, hem et puis je pense que je devais avoir vraiment tellement envie qu'ils devaient se dire: «Bon allez». J'en sais rien, c'est une bonne question, il faudrait que je leur demande: «Tiens, pourquoi ils m'ont fait travailler ces gens?» C'est une bonne question. Mais la chance que j'avais effectivement, c'était que c'était Paris et qu'il y avait plein de boîtes à démarcher. Et d'ailleurs, il y a des boîtes que j'ai démarchées au tout début, que j'ai redémarchées par exemple 2 ou 3 années plus tard. Je m'en suis rendu compte en voyant mon historique et puis qui finalement m'ont répondu avec qui j'ai travaillé après, qui en fait, avaient besoin que j'ai de l'expérience pour déjà, se dire: «Ah tiens, elle est intéressante». Je pense que sur mon premier CV très moche et ma non-expérience, il y en a peut-être plusieurs qui se sont dit: «Elle est gentille, mais non». Et c'est pas grave. Je le prenais pas du tout mal, hein, je tentais un truc, tu vois? Je mettais un pied dans un monde totalement inconnu. C'est Alice au pays des merveilles cette affaire. En moins pire avec le chat qui fait peur, non, en fait, c'est pas la bonne c'est pas le bon exemple. Mais c'était un nouveau monde. Ça me fait penser à une anecdote, petite anecdote, c'est que, la première re intervention que j'ai faite vraiment en mon nom, Mmh mh. heu, voilà, c'était vraiment moi qu'on commandait. Déjà, c'était par le réseau et bon, aujourd'hui encore, ça reste quand même beaucoup le réseau et c'était pour une entreprise où il y avait, des commerciaux du monde entier qui venaient et donc du coup, ils m'ont demandé de faire le team building en anglais. Mais j'ai pas un LEA. Je je me débrouille en anglais, tu vois? Quand il y a des gens, enfin voilà, je sais pas, j'ai un ami, il est marié avec, une anglaise, bah, voilà, quand ils viennent, voilà, on peut faire une discussion et tu vois? Mais animer le truc. Mais c'était mon premier plan et j'avais envie et je lui dis: «Mais faut parler anglais, Ra 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 hein?» ra. Et je dis: «Non, mais» enfin voilà, je peux donner des consignes, enfin voilà et du coup, j'avais préparé mon plan, j'avais pris mes phrases en anglais au cas où, tu vois? Tout ça. Bon voilà, super, j'anime le truc, puis ça passe. Franchement, ça va, ils voient j'ai l'accent français, hein, bon OK, on rigole, tout ça et à la fin mais j'entends toujours pas la différence, donc ça se trouve, tu vas me dire c'est quoi la différence. À la fin, je dis c'était à la période coupe du monde, je sais plus de 2016 ou enfin je sais plus c'était quand la date, bref. Je fais OK en anglais, je sais même plus la phrase, tu vois? Je dis: «OK, le team building est fini, on va tous pouvoir voir un match de foot» et donc foot en anglais, c'est soccer, sauf Mmh. que j'ai dit soccer. On va voir un match de soccer comme ça et en fait, du coup, le DG, il me regarde, il fait: «Non, non, soccer, soccer». Enfin, je sais même pas si je le dis bien, tu vois? Mais en fait, parce que du Stalker. coup Mmh. ouais, voilà, donc du coup, j'ai vraiment dit ça. Voilà. C'est génial comme anecdote. On va aller voir un match de Oui, de Suckers, quoi, c'est tellement drôle. voilà. C'est la Oui, petite anecdote pour le truc mais en ouais, anglais. mais voilà. Bah, écoute, tu vois, toi aussi, c'était un truc en anglais. Oui, mon premier truc, c'était en anglais. Tu Enfin, indépendant parce que j'avais fait Ouais. déjà un peu des trucs, dans la boîte où je bossais. C'est rigolo tu vois? C'est rigolo ce truc on a besoin de toi pour faire, quelque chose en anglais, j'en Mmh. fais plus tant que ça aujourd'hui d'ailleurs. J'en fais, mais j'en fais plus tant que ça. Mmh mh. Comme quoi, c'est rigolo. Et bah, justement, je disais qu'on allait parler de ces autres choses que tu fais donc, il y a du team building, que Oui, peut-être tu fais encore. oui. Oui et quelles sont les autres prestations où tu vas mettre de l'impro dedans et donc du coup, impro appliqué? Mmh. Aujourd'hui, j'ai des clients en direct. Je passe encore par des structures aussi, pour certaines missions. Voilà, pour le coup, ça s'est vraiment diversifié. Il y a, un de mes clients les plus importants, c'est une école, en fait. C'est une école qui est post-bac, qui est en hôtellerie, de luxe et avec eux, j'ai un cursus, en fait, avec, tout le bachelor, donc les premières années, deuxième année, troisième année et pour le coup, qui s'appelle improvisation appliquée. Donc c'est-à-dire que vraiment, maintenant, c'est Mmh. mon cursus. Alors, je l'ai créé au fur et à mesure parce que ça fait c'est un client, d'ancienneté puisque je crois que c'est de quasiment depuis, on va dire, à la fin de ma première année que j'ai commencé à travailler avec eux
par quelqu'un qui m'a fait confiance à nouveau. C'est toujours quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a mis à un endroit. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans l'impro appliqué, le conseil, c'est trouver quelqu'un qui vous fait confiance et qui vous met quelque part. Voilà. Maintenant, vous pouvez arrêter ce podcast. Je veux dire, ça y est, je vous ai tout dit. Euh, et donc, du coup, ouais, maintenant, j'ai vraiment ce cours-là avec les trois années. Et vraiment, on travaille sur le parallèle entre le comédien improvisateur et les personnes qui travaillent en hôtellerie de luxe. Donc, ça peut être le concierge, la femme de chambre, la gouvernante, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de points communs d'un point de vue représentation, réactivité, rapidité, délivrer des choses, etc. C'est un cours que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup donner ce cours-là et je l'adapte quasiment tous les ans en fonction de ce qui me nourrit les années auparavant. Voilà, j'ai un syllabus, un truc que je suis évidemment. Je ne demande pas la même chose à des premières années qu'à des troisièmes années. Mais c'est vrai que voilà, je prends beaucoup de plaisir dans cette école parce qu'il me donne beaucoup de liberté. Et puis, j'aime bien réadapter des exercices que moi-même je connais et puis les réadapter d'un point de vue appliqué, et cetera. Donc ça, par exemple, j'ai vraiment un cursus entier là-dessus. Et puis après, on va retrouver quoi? On va retrouver de la prise de parole en public qui fait partie un peu des must-do quand tu fais de l'impro appliqué en entreprise, on va dire. Il y a eu, les ateliers, ça je me souviens très bien d'en avoir parlé avec Mathieu Incelin, que tu connais, les ateliers sur, l'assertivité en entreprise, qui a été un grand mot à la mode pendant une période. Après j'interviens sur ouais, tu vois? Sur, l'écoute active, lâcher prise, oser, on va avoir ce genre de choses et après ça peut être des demandes hyper spécifiques, vraiment, avec un client et puis faire ensemble un programme pour ce qui est pour leur client. Je suis passée du groupe au coaching plutôt individuel, par l'impro aussi. Ah ça c'est ça a été c'était j'ai adoré faire ça aussi, me retrouver face à une seule personne. Hem, En fait, ce que je trouve intéressant avec ce métier et de passer par l'impro, c'est que j'ai l'impression de jamais faire le même vraiment métier et j'ai toujours cette sensation de dire: «Je ne sais pas ce que je ferai dans 5 ans, je ne sais pas ce que je ferai quand je serai grande» et j'adore ça, me laisser surprendre par ça. C'est-à-dire, parfois on me fait une proposition, on me dit: «Tu as déjà fait un atelier là-dessus?» et je me dis: «Tiens, non, mais je pourrais le faire, donc si tu veux, je le fais», avec des clients qui me font confiance depuis longtemps, par exemple. Ou parfois, c'est moi qui me dis: «Tiens, j'ai envie d'aller vers là» et du coup, j'y vais tout doucement jusqu'à y être et puis après, on avance. Et donc il y a des choses que je fais moins maintenant, peut-être, tu vois, par exemple, les team building, j'en fais, mais je le fais avec des clients avec qui j'ai l'habitude de le faire, mais je vais plus les chercher, tu vois? Je trouve ça intéressant, j'aime bien faire de la cohésion de groupe, mais à chaque fois maintenant, j'aime bien rajouter quelque chose d'autre. Genre, vous voulez de la cohésion de groupe, mais pourquoi aller chercher c'est quoi réellement le besoin? Pour potentiellement leur proposer autre chose qu'un team building pur et dur, parfois c'est de ça dont ils ont besoin, mais parfois, en fait, on se rend compte que c'est un problème d'écoute, de communication, qu'il y a il y a quelque chose de dissonant à l'intérieur d'une équipe ou ce genre de choses. Mmh. Voilà. J'ai répondu à la question ou pas? Oui. Je sais plus. Je vois poker face. Le mec est là: «Oui, oui, alors». Non, non, mais non, non, je voudrais pas, qu'on pense que je prête un jugement. Je dis: «Ah oui, Non. ça c'est bien, moi c'est bien». En vrai, c'est bien. Au fond de moi-même, je me dis: «Ah, c'est chouette». Heu, Évidemment, ça me soulève encore d'autres questions, mais Cool. bien sûr. Là, les différentes choses dont tu parlais, à chaque fois, c'est en marque blanche ou non, on appelle Clémence pour faire des prestations? Alors les 2, mon capitaine, les 2, parce que je continue de travailler avec quelques entreprises en marque blanche avec qui j'ai l'habitude, déjà maintenant, qui pensent à moi régulièrement aussi parce qu'ils ont une demande et ils se disent: «Tiens, ça irait bien avec Clémence». Donc ça marche vraiment bien en confiance, donc ça, c'est chouette. J'ai carrément un client qui est une boîte de formation et en gros, quand ils ont une demande qui sort un peu des clous, bon, on m'appelle et puis ils me disent: «Mais est-ce que tu saurais faire ça?» Et donc je me retrouve à faire des choses où je me dis:
je peux essayer de voir ce que je peux faire, puis j'essaie de voir si je peux faire rentrer de l'impro, du théâtre là-dedans et puis parfois le résultat, c'est que je les rappelle et je leur dis: «Ben, non, je ne vais pas pouvoir». Mmh. Parce que ça marche pas en fait, je vois pas comment je peux vous aider et le fait qu'on soit si, transparent, ça fonctionne du coup très bien. Et puis après, ben, c'est du bouche à oreille, c'est quelqu'un qui a entendu parler de toi, donc c'est un peu des 2 maintenant. Et puis maintenant, j'ai aussi des clients sur l'année qui sont, c'est agréable d'avoir ça quand tu fais ce genre de métier. C'est que tu sais que tu as ça qui entre guillemets «tombe tous les mois», et qui t'assure un certain confort, bah, ça je sais que je donne des cours, donc les cours d'impro appliqués entre autres. Chut! Mmh. Je sais pas si C'est chez moi je les travaux, mais c'est chez toi que ça sonne. non mais j'habite à Paris, donc je suis désolée, confinement, pas confinement, il est 16h21, les gens rentrent chez eux, il y a le couvre-feu. Ah ouais. Je n'y peux rien. Donc chut, je parle, merci. Et hem, ouais, il y a les je sais pas, je saurais pas trop te dire. Je pense qu'il y a vraiment des 2, et puis parfois c'est une copine qui bosse dans quelque part et qui a parlé de moi à quelqu'un, mais tu vois, par exemple, LinkedIn jusqu'à aujourd'hui ne m'a jamais rien apporté, tu vois? C'est pas quelque chose que j'utilise. Après régulièrement, je repars avec mon CV qui est d'ailleurs maintenant bien plus joli, et ne le mets quand même pas en commentaire, on ne sait jamais. C'est très subjectif la beauté. Le avant-après, tu sais, Oui, alors par contre, je pense qu'il marcherait très bien le avant après. Les gens diraient: «Oui, quand même, quand même». Et parfois, ouais, je repars. Alors soit auprès d'entreprises qui font du théâtre d'entreprise, enfin, en tout cas de l'impro en entreprise et cetera, mais moins maintenant. Maintenant, je vais plutôt aller, sur des entreprises avec qui j'ai déjà eu un contact avec quelqu'un, pour voir si ça pourrait les intéresser, savoir si on pourrait faire des choses ensemble éventuellement. Mais je démarche un petit peu moins, qu'à une période où il y avait vraiment des périodes de grand vide qui m'inquiétaient beaucoup. Genre le mois de janvier, typiquement un mois en règle générale qui est un grand vide. Hem, bon, puis maintenant je sais que c'est juste un mois qui est un grand vide parce qu'il y a pas de budget de formation nulle part en fait et que du coup, bah, c'est normal que le mois de janvier, il soit pas très rempli pour, des gens comme nous, donc c'est OK. Du coup, si vous écoutez encore ce podcast, c'est pas grave, tout va bien. En janvier, ça va. mais en plus, je suis peut-être le contre-exemple parce que pour moi, mon activité, la C'est plus vrai? élevée, c'est décembre et janvier. Mais non! Ah bah, si tu fais tous les trucs de Noël et tout, c'est ça toi en décembre? Il y a des trucs de Noël, ouais. Il y a des Ouais. entreprises qui nous commandent des spectacles de Noël et les Mmh. spectacles de Noël, ils sont pas seulement en décembre, ils le font aussi en janvier. Ouais, ouais. Ah! Voilà. Smart. Je devrais faire du spectacle, mais je fais pas de spectacle en entreprise. Je donne des cours d'impro en entreprise aussi. Tiens, D'accord. ça peut être aussi alors pour le coup, là, c'est pas de l'impro appliquée, Mmh. mais je donne des cours d'impro en entreprise. Donc c'est-à-dire qu'entre midi et 2, il y en a qui vont courir, il y en a qui jouent aux échecs, il y a peut-être des gens qui font du yoga et puis, bah, moi, j'ai des gens qui font de l'impro. Alors c'est pas de l'impro appliquée, mais c'est de l'impro en entreprise et pour le coup, j'aime beaucoup ça aussi. Parce que, souvent c'est dans des grosses boîtes, donc c'est que des gens qui viennent de services différents, donc ils se croisent, jamais et Mmh. puis en fait, ils se retrouvent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, avec un bout de sandwich et puis, ils font de l'impro ensemble et puis après ils repartent tous dans leur tour à des étages différents et ça c'est très chouette aussi. C'est encore une autre palette du métier, par exemple, tu vois? Et à quelle heure ils font ça? Parce que du coup, ouais, tu disais avec un sandwich, mais je me dis: «Oui, entre midi et Pardon, 2. entre C'est midi et quelle 2, ouais. heure? C'est Ils font vraiment midi 2 heures. Enfin, je ils veux dire, font 12h15, 13h45. OK. Donc ils mangent en Donc 15 soit ils mangent à midi pile, ils arrivent, ils ont encore la bouche pleine, donc: «C'est bon, je suis désolé, finis mon sandwich», machin truc. Soit à 13h45, on entend que ça gargouille dans tous les sens ou alors j'autorise évidemment, parce que je suis une prof tellement sympathique, minutes. que quand ils ne jouent pas, Mmh ils mh. peuvent Ils manger vont leur manger. clémentine. Ils savent simplement que la banane est interdite dans les cours que je donne puisque je n'aime pas ça. OK, oui, Désormais, tout le monde le saura, d'accord. mais c'est voilà, c'est de tous les élèves que j'ai eus le savent. Je Mmh mh. c'est interdit.
D'accord, ça marche. C'est une phobie? C'est pas de la bananophobie, c'est juste D'accord. l'odeur et le bruit que les gens font quand ils le mangent me répugnent. Mmh. Parce que ça fait très c'est affreux. C'est oui, oui, je ferai plus attention la prochaine fois. Bah, la prochaine fois, tu penseras à moi, tu diras: «Mais c'est vrai que c'est désagréable». C'est très désagréable. Alors c'est drôle parce que moi, c'est la pastèque. En atelier, Voilà. personne ne mange de pastèque. Moi, Donc c'est le voilà, hein, potiron. voilà. C'est vraiment du coup, je comprends ça parce que ça m'agace, parce que ça fait du bruit et puis ça met toujours des éclaboussures partout, c'est très désagréable, ouais. Donc ouais. Donc oui, donc ouais, ça c'est des cours que je donne, voilà, entre midi et 2. Donc on trouve des salles. Alors soit c'est dans l'entreprise, on arrive à trouver des salles avec des tables et des chaises amovibles. C'est pas toujours évident dans les grandes tours, genre de la Défense et compagnie, hein. Mmh mh. Donc parfois on se débrouille, pour trouver d'autres salles et cetera. Ce sont souvent donc des salles en sous-sol, sans fenêtre. Mais comme pendant 1 heure et demie nous réenchantons, le monde, eh bien on oublie totalement qu'on est dans un bunker. Voilà. Et Mmh. après tout le monde repart dans ses tours. Sur les prestations que tu fais, il y a 2 choses, sur lesquelles je voudrais, revenir. Mmh. La première, c'est une question que je me suis posée parce que je ne faisais pas de prestations de prise de parole en public, avant cette année. J'ai commencé cette année, Mmh mh. voilà, parce que j'ai prospecté dans ce sens et je me suis fait une réflexion et tu vas me donner ton avis et Mmh. voilà, on verra, peut-être il y aura d'autres réactions, à cet égard-là. Est-ce que, improvisateurs, sommes-nous bons pour former à la prise de parole en public? C'est une bonne question. Hem, Moi, j'ai pas l'impression que c'est tout à fait l'improvisatrice qui intervient à ce moment-là. Mmh mh. Il y a la comédienne d'abord, de théâtre, heu, pour tout ce qui est aspect technique que j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus travaillé quand je travaillais le théâtre que l'impro. Sur, la scène, le regard, la respiration, bah, tu vois, tout pour moi, c'est des aspects qui rentrent, qui font partie de la base, l'alphabet du comédien. Et pour le coup, comme je n'ai pas du tout commencé par l'impro, je ne me rends pas du tout compte à quel point les improvisateurs sont formés ou pas à ça quand ils débutent, en fait. C'est juste que, bah, moi, de mon expérience et comme j'ai commencé par un truc hyper scolaire, parce qu'en fait, le conservatoire, c'est super scolaire, bah, du coup, j'utilise là, pour le coup, mon beau diplôme du conservatoire à ce moment-là. Ça, déjà, c'est une 1re chose. Hem, c'est une bonne question. Est-ce que être improvisateur, c'est être un bon formateur en prise de parole en public? Après, je crois qu'il y a prise de parole en public et prise de parole en public. C'est-à-dire que, parfois, quand j'interviens sur ce genre de formation, c'est une demande hyper spécifique. C'est-à-dire qu'il y a une présentation qui a lieu bientôt et donc dans ces cas-là, on est plutôt là pour être des répétiteurs, pour, donner un regard neuf sur cette personne et cetera. Si c'est du groupe, je trouve que le côté, impro et li créer du lien aussi aide à, aussi, avoir un retour sur soi-même et avoir un retour sur les autres. Ça a du sens, ce que je viens de dire? Oui, je crois que ça mais qui est pas forcément lié à l'improvisateur, ça peut être aussi lié au théâtre tout court, hein. Je peut-être que tous les improvisateurs qui font de l'impro appliquée ne sont pas forcément des bons formateurs en prise de parole en public. Je me suis jamais posé la question. Il se trouve que moi, la première fois qu'on me l'a proposé, je crois que c'était en anglais aussi et là, pour le coup, c'était la méga panique. C'est-à-dire que c'était du coaching individuel par le théâtre, en anglais. Hem et en fait, ça s'est super bien passé. Clairement, c'était la fille avait un niveau d'anglais de dingue, elle parlait extrêmement bien. Moi, j'étais là: elle parle trop bien». Hem et en fait, elle avait vraiment besoin d'aspects techniques, d'ancrage, de respiration, de créer du lien avec ses slides et cetera. Donc en fait, on n'était pas du tout là pour le niveau d'anglais. Ça, c'était chouette parce que du coup, c'était pas du tout ça le sujet. Hem et là, pour le coup, ouais, c'était vraiment de la technique. C'était par rapport à ça que tu posais la question ou pas? Le fait que ce soit un improvisateur? Non, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as posé cette question. Pourquoi j'ai posé cette question? Tout simplement parce que, lorsque moi j'ai élaboré mon plan d'intervention, bah, déjà j'ai eu la chance d'avoir,
quelque part 4 demandes différentes puisque c'est pour, une école de communication où on m'a dit: «Tu interviens pour les premières, les deuxièmes, les troisièmes et quatrièmes années». Mmh. OK, c'est quoi la différence pour vous en termes d'objectifs, de prise de parole? J'imagine que oui, il y a des degrés et ils m'ont donné un petit peu les degrés. Je me suis dit: «OK, je vais aborder les choses de différentes manières» et je les ai abordées comme moi je le vois, avec, certaines valeurs de l'impro. Cédric Chapeau, il y a pas longtemps, est intervenu pour dire, voilà, que lui notamment des fois il aborde les choses, au niveau de l'Assomption, donc assumer ce que l'on fait. Mmh. Et c'est naturellement ce que moi, m'était venu, d'abord vis-à-vis de la prise de parole en public. Mais, je sais pas si c'est la bonne approche, je sais pas si, je sais pas s'il y a pas, d'autres choses à considérer. Et quand je vois des fois des tutos, des trucs en ligne, des gens qui me montrent la prise de parole en public, je trouve justement à chaque fois qu'il manque cette, question d'assomption. Je me dis: «Tiens, c'est marrant, pourquoi moi j'ai le sentiment que c'est un des éléments les plus déterminants, alors que d'autres vont peut-être, porter des choses sur toute la préparation avant, qui est pas à négliger, hein, mais, ou même, tu vois, les exercices de respiration, tout Mmh. ça, quelque part, moi, je le fais, mais en fait, je sais pas, je considère par exemple que si tu veux devenir souple, bah, faut que tu fasses des exercices de gym tous les soirs, enfin tous les Mmh. soirs, au moins une fois par semaine pour devenir plus souple. Mais moi, je fais une intervention, ça va durer, je sais pas, un mois, pour certains et on va se voir 4 fois. Ils vont pas continuer, ça les intéresse pas de faire des exercices de respiration. Donc je dis: Mmh. «Je vous les montre, après ça vous appartient, vous faites ce que vous voulez avec». Je dis juste que ça va permettre de vous entraîner, de mieux porter votre voix. Mais après je me dis: «Ouais, enfin voilà, qu'est-ce que je peux leur apporter vraiment en tant qu'improvisateur?» Mmh. En plus, bon voilà, après c'est j'ai des délais, voilà, il y a des choses à considérer, tu vois? Tu me dis: «Tu fais du coaching individuel», ça se trouve là, on est beaucoup plus libre parce qu'on sait qu'on est sur un temps indéterminé et que peut-être on va jusqu'à un certain objectif. En fait, je trouve c'est intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que, quand tu fais enfin, moi, quand j'ai fait des coachings de prise de parole en public, je me rends compte à quel point, en fait, tu es obligé de faire quelque chose de personnalisé, même si tu as un groupe. Parce qu'en fait, la prise de parole en public, déjà, elle dépend tellement de la définition que la personne en a, tu vois? Heu, Moi, je suis sûre que la prise de parole en public, pour moi, c'est pas du tout la même chose que pour toi, tu vois? Est-ce que c'est parler, devant un TEDx avec, 1 200 personnes, des slides et une préparation de ouf avec un faux micro? Ou c'est juste parler à des gens? Et je pense que le fait que le curseur soit différent pour chaque personne fait qu'en fait, même si certains exercices sont les mêmes, les explications, elles sont jamais identiques. Quand j'explique comment utiliser le crayon, par exemple, pour, faire fonction tu vois, pour, améliorer ton ap voilà, ton articulation ou faire lire des textes, pour faire ralentir le rythme et cetera, pour que les moi, je trouve que mon job dans ces moments-là et c'est là où c'est intéressant de dire: «Est-ce que c'est un job d'improvisateur-trice ou pas?» c'est comprendre c'est quoi sa difficulté principale et lui donner le bon outil, qui va et le bon outil. Parce que c'est sûr que tous les outils qu'on va lui donner, cette personne ne va pas les utiliser parce qu'elle a sa vie, son job, ses gamins, sa voiture, enfin, tu vois? Mais un seul qui fait que celui-là, il va vraiment rester. Et souvent, pour moi, ça va être une question de rythme, d'ouverture de bouche, de respiration, de pas de respiration et pour moi, c'est l'exercice un peu primordial en prise de parole en public, c'est que tu prennes toi-même conscience de ton débit ou de ta difficulté ou du truc qui te fout dans la merde à chaque fois que tu parles et qui fait que tu aimes pas ça ou que tu en as peur ou que, et que c'est pour ça que du coup, tu as demandé à ta boîte d'avoir une formation de prise de parole en public. Ou que ton boss a dit: «Ça serait bien que tu fasses de la prise de parole en public» et que toi, tu as jamais rien demandé parce que tu savais pas en fait que tu en avais besoin, tu vois? Donc c'est très adapté et donc du coup, finalement, l'improvisateur s'adapte à toutes les situations. Hein? Mmh. Merde, je vais pas bien dormir cette nuit. Non, mais bon, voilà, je lance la question parce que je pense que c'est un sujet qui touche, plusieurs personnes. On est nombreux, je pense, à donner des cours de prise de parole en public et puis, Mmh. enfin, moi, ça m'a obligé à me poser la question, en tout cas, est-ce que je suis bon formateur pour ça? Sur quoi je m'appuie? Et voilà. Mais j'ai pas la réponse, hein. Je pose, comme ça la Mmh. question et je suis sûr qu'il y a plein de réponses possibles, plein d'approches et ça dépend comment on fait, sur quoi on s'appuie. Et je crois que d'une manière générale, alors prise de parole en public, mais d'autres sujets,
Moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça, encore plus maintenant, parce que maintenant, je connais plus de gens qui font ces métiers, parce que Mmh. je les mets au pluriel. Je crois que la première fois que j'ai fait prise de parole en public, j'ai fait téléphoner à un ami Mmh. euh, pour être peut-être rassurée sur le plan que j'avais en tête ou sur euh, voir s'il avait un conseil supplémentaire à me donner. Il se trouve que c'était un metteur en scène, comédien. Euh, je savais qu'il l'avait déjà fait peut-être 2 ou 3 fois dans sa vie, tu vois? De faire du coaching de prise de parole en public, mais je crois que j'étais rassurée de parler à quelqu'un qui l'avait déjà fait de manière individuelle puisque c'était pas mon cas. Mmh. Et finalement, le fait qu'il prenne le temps de répondre à cet appel et finalement, je sais pas si j'aurais réellement changé mon plan. S'il m'avait dit: «Ton plan, c'est de la merde», je pense que je l'aurais pas écouté. Je pense que mon plan était bon parce que j'avais passé du temps dessus, mais besoin de parler avec quelqu'un qui savait de quoi je parlais en tant que formateur ou en tout cas répétiteur, répétitrice. Et ça, pour le coup, dans mon parcours et encore aujourd'hui en 2021, c'est quelque chose que je fais souvent. Parler à quelqu'un qui, de près ou de loin, a déjà touché à ce sujet, quand c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui m'attire. Et maintenant, la beauté, c'est que je connais beaucoup plus de gens, donc du coup, je me dis: Tiens, qui c'est que je vais appeler pour parler de ça ?» Voilà. Dans tes coachings individuels, c'est essentiellement de la prise de parole en public ou non, ça peut être, plus divers comme, demande? Oh bah, parfois c'est un peu déguisé. Tiens, je vais parler au psy là. Hem, Parfois, la demande de la boîte pour le salarié, c'est prise de parole en public. Puis en fait, quand tu arrives, tu te rends compte qu'en fait, la personne, elle a plus du tout confiance en elle sur rien. Et donc du coup, tu es là pour faire prise de confiance en soi. Et là, l'impro, c'est super, hein, tu vois? Parce que c'est là où ça rejoint la prise de parole en public. C'est que du coup, tu travailles sur ne pas avoir peur de l'erreur, ton ancrage, heu au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Parce que c'est toi qui connais ton discours et cetera. Et donc en fait, tu te rends compte dans ces moments-là qu'on travaille plutôt là-dessus, que vraiment sur le discours en lui-même et sur le phrasé et c'est quoi ta peur de parler à des gens? Non, en fait, c'est des gens qui sont juste n'ont plus du tout confiance en eux. Hem Donc parfois, je trouve que c'est un peu déguisé, la prise de parole en public. C'est d'ailleurs assez souvent, je me rends compte de ça. Mmh, faut écrire un article là-dessus. Quelle est la demande derrière la demande? Quelle est la demande? Mais d'ailleurs, je pense que ça fait partie des questions que je pose quand je passe par, enfin quand on me demande de prise de parole en public, je dis: Vous avez vu quoi? Cette personne elle est là depuis combien de temps? C'est quoi cette difficulté? Ou est-ce qu'il y a un problème de confiance?» et cetera, et souvent déjà, du coup, tu sais que bon ça, du coup, tu vas en avoir besoin, ça peut-être pas. Enfin, tu commences à faire un petit peu ton tri dans ta tête des outils, dont tu auras besoin ce jour-là. Un coaching individuel, ça consiste à faire des exercices d'impro Il et y en après a? des impros, Non. heu, Enfin, des impros purs et durs, oui, enfin sur le sujet, du coup, sur le sujet, des mises en situation du coup? Ou quand même parfois, des impros? Parfois? parfois des mises en situation. Des vrais impros dans le sens où ils parlent complètement d'autre chose que du sujet, ouais, ça moi j'aime. Alors pour le coup, moi je suis très friande de ça. J'en fais pas énormément, mais je trouve que c'est hyper important, à un moment donné, de décaler le sujet, pour mieux y revenir derrière. Et ça, je préviens les entreprises, qui, font appel à moi, enfin, s'ils me posent la question ou pas, ça dépend, s'ils ont besoin d'être rassurés aussi ou pas sur ma manière de travailler. Mais je leur dis: «Mais c'est pour mieux y revenir mon enfant. C'est juste d'abord, on va parler de Cendrillon. Tu vas me raconter le dernier film que tu as vu. Tu vas me parler, de ton livre préféré, de j'en sais rien». Et j'aime beaucoup le moment, tu sais, le regard de la personne qui est coachée et qui est là: «Oh, mais complètement folle celle-là, pourquoi je parle de ça alors qu'on est là pour parler du XB12, super produit hyper important». Et puis, moi je suis là: «Non, mais je voudrais savoir c'est quoi ton livre préféré et que tu me le racontes et tout». Et ça, je trouve ça intéressant de décaler, de faire une impro, de faire parler les gens sur des trucs complètement différents pour mieux y revenir derrière. Pour que ça reste un moment de plaisir. C'est-à-dire que quand même, on utilise l'improvisation théâtrale, qui est un outil à la base de la base, de l'art artistique pour raconter des histoires et qu'on prenne du plaisir. Donc tant qu'à faire, si on arrive à amener le plaisir au travail, quand même trop cool. Tu vois? Je me dis: «C'est là où
c'est là où je considère que nous, on a une valeur ajoutée, c'est, faire travailler ces gens avec un outil, plaisant. Donc oui, il y a de la mise en situation, mais on finit en règle générale par de la mise en situation. On va d'abord commencer par des exos et si on est en coaching individuel, j'ai pas, ça m'arrive de me mettre en situation vraiment avec eux, de jouer quelques trucs, pas trop quand même, mais quelques trucs avec eux si je me rends compte qu'il y a vraiment besoin d'un répondre. Heu, Parce que mine de rien, improviser seul, en tant qu'improvisateur, autrice, on sait que c'est pas forcément l'exercice le plus évident. Enfin, ça dépend des gens, tu me diras. Mais J'adore, enfin, c'est vraiment, vrai? Ah j'adore. ouais? Ouais, 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 c'est Bah, un de mes trucs préférés. alors moi, j'aime bien aussi, mais tu vois, j'aime, pour m mais instinctivement, je me dirais pas, «Tiens, c'est ça que je préfère». Par contre, quand j'y suis, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais tu me dirais: «C'est quoi ton impro préféré?» Je te dirais pas le monologue improvisé. OK. Et puis je pense que quand tu débutes, puisque souvent c'est des gens qui n'ont jamais fait d'impro et cetera, c'est important d'avoir un ping-pong à un moment donné. Mmh. Hem Et surtout, moi j'aime bien aussi me positionner et que ça en coaching individuel ou à plusieurs, dans le: «Regardez, ça fait pas peur, ça fait pas mal, puisque je le fais et que je suis toujours devant vous, regardez, je n'ai pas été foudroyée par la honte». Est-ce que, enfin, j'ai compris que du coup pour, certains plans, bah, il y a des personnes qui font appel à toi. Toi-même tu as démarché des structures. Est-ce Mmh mh. que tu communiques sur ce que tu fais? Et si oui, comment? Oh, un mauvais élève. Oh bah, je sais pas, non, bah, Non, non parce que tu vis de ton métier? Oui, bon, bah, ça va. C'est pas ça va. heu peut-être pas assez, peut-être pas assez. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu J'ai as un une site internet, d'accord. qui a été en construction pendant très longtemps parce qu'en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Mmh mh. Heu et donc on me demandait beaucoup: «Vous avez un site web?» Bientôt», mais je savais pas du tout, je savais pas du tout ce que j'allais écrire là-dedans, tu vois? Je savais pas comment m'y prendre, pendant très longtemps, il y a eu, l'impostrice, tu vois? Qui était par là, qui disait: «Qu'est-ce que tu vas foutre avec un site web? Tu as rien à dire sur toi, fais tes trucs dans ton coin et puis laisse les gens tranquilles». Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Quand même, il m'en faut». Donc j'en ai un qui a été fait, par mon amie, la grande directrice artistique Sophie Bigot que j'adore, et qui m'a fait un truc que j'aime beaucoup, et que j'ai pas l'im j'ai l'im je suis contente qu'il existe, en fait. Je me dis ce jour-là, ça m'a donné moi aussi une crédibilité, ça m'a fait du bien de me dire qu'il existait. Heu, Ça y est, ça a fait disparaître peut-être aussi un petit peu l'impostrice, c'est genre: «Non, j'ai un site web maintenant, va-t'en». Heu il y a eu ça, il y a bon, j'ai un compte LinkedIn que j'utilise plus qu'avant, peut-être pas encore assez. J'ai fait des posts et tout, tu vois? J'ai découvert ça cette année, mais c'est vrai qu'avant je l'utilisais pas du tout. Et puis, bah, j'ai une page Facebook, enfin j'ai une page Facebook, j'ai mon compte Facebook, à mon nom. Où là, pour le coup, je communique, des choses, sur des gros mois, par exemple, je raconte, plein de trucs, tu vois? Tout ce que j'ai fait. Je me mets des coups de pied au cul pour plus le faire, en fait, parce que je me rends compte que, c'est important aussi et pour moi et pour les gens qui m'entourent de voir aussi ce que je peux faire et puis ça peut donner une idée à quelqu'un qui dit: «Ah bah tiens, bah, en fait, elle travaille là-dessus, mais je le savais pas et donc du coup, j'ai un pote qui fait ça, je pourrais la mettre en relation». Pour le côté mise en relation, je pense que c'est important. Et OK. puis je me rends compte qu'il y a plein de gens, en fait, peut-être autour de moi, dans mon entourage proche, qui savent peut-être pas du tout ce que je fais ou peut-être ils se disent: «Elle fait du team building par l'impro, depuis 6 ans», tu vois? Mmh mh. Ce qui ne serait pas faux, mais elle fait d'autres choses, tu Ouais. vois? Mmh mh. OK. Attention, tu as tes cheveux sur le micro, là, des fois on l'entend. Ah chut! OK. Est-ce que tu sais déjà un peu quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a des projections ou non, les choses, elles viennent un peu au gré? Nous sommes, le 8 février 2021, c'est ça? C'est ça. Et donc c'est compliqué.
puisque nous sommes en période si un jour vous écoutez ce podcast en 2029, rappelez-vous, c'était le couvre-feu à 18 h et on savait pas ce qui allait advenir de la semaine d'après. Hem, Moi, pour l'instant, j'aspire à faire des nouvelles choses par la visio parce qu'en fait, les ateliers en visio et cetera, Heu, il y a des fois où j'y vois une certaine limite, où je commence à y voir une limite ou un ennui, où je j'ai pas encore mis le mot dessus, mais ça va faire 1 an quoi, bientôt, donc on a envie d'un peu d'autre chose et puis finalement, est-ce que, plutôt que de se dire: «Ah, j'en ai un petit peu ras-le-bol, qu'est-ce que j'en fais de ça?» Tu vois? Allez, faisons quelque chose de ça et donc là, dernièrement, par exemple, dans des trucs un peu nouveaux que j'avais pas, vraiment fait, j'ai vraiment fait de l'animation, de la facilitation de réunion pure et dure. C'est-à-dire que pour le coup, l'impro a très peu de place, là-dedans. Un petit peu parce que forcément, en fait, tu utilises tes compétences d'improvisateur pour rebondir, poser des questions, un peu ce que tu fais là, tu vois? Tu entends un truc, tu écris, puis tu te dis: «Tiens, en fait, on va rebondir là-dessus, c'est intéressant». Hem et mais ça me serait pas venu à l'esprit, je crois, avant cette période de pandémie, de me dire que je pouvais proposer ça comme service, par exemple, tu vois? Mmh. Hem et j'ai trouvé ça et j'ai commencé, j'ai fait déjà quelques séances et en fait, j'ai trouvé ça très cool, très agréable, et justement, j'ai retrouvé aussi le plaisir qu'on a dans l'improvisation. C'est-à-dire vraiment rebondir et faire avec ce qui est partagé avec des gens pour arriver à un objectif. Nous, d'habitude, en impro pure, c'est raconter une histoire et là, il y a un objectif de récolter des données, répondre à une question, peu importe. Et et ça, par exemple, j'ai trouvé ça très cool. C'est une nouvelle corde à mon arc qui arrive à cette période et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de l'emmener plus loin? Est-ce que j'aurais envie de l'emmener quand on reviendra, à un monde où on pourra se voir en vrai?» Heu, c'est plutôt des questions, en fait, que je me pose. Et puis après, il y a cette fameuse phrase qu'on entend en ce moment qui, moi, me dérange et puis en même temps, elle est vraie. C'est le fameux: «Quand est-ce que ça redeviendra comme avant?» et pour le coup, alors là, je pense que je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu en dents de scie. Il y a les moments où je suis là: «J'en peux plus, il faut que ça redevienne comme avant, il faut qu'on se revoie et qu'on refasse des ateliers avec des vrais gens parce qu'on va tous péter des plombs» et puis il y a des jours où ça va et on se dit: «Quand même, Teams, en fait, ça fonctionne». Heu, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est quand même mieux que rien et puis ça continue de me faire vivre aussi et puis finalement c'est intéressant parce que ça m'oblige à me sortir de la fameuse zone de confort que nous dont on parle beaucoup nous en tant qu'improvisateurs, formateurs, la fameuse zone de confort. Bah, là on est en plein dedans, on est complètement sorti de notre zone, tu vois? Disons que les perspectives, c'est: «J'aimerais bien que ça dure pas trop cette affaire». La meuf se mouille pas du tout et j'aimerais continuer à penser que je sais pas ce que je ferai dans 5 ans. Parce que, je crois que le burn-out d'il y a 7 ans, 8 ans, il est venu de là, en fait, d'un ennui et d'une répétition de choses et je crois que tant que je m'ennuierai pas, tant que je ferai des trucs un peu nouveaux et me planter aussi parce que parfois je me pète la gueule, hein, parfois je fais un truc et je me dis: «En fait, ça me plaît pas du tout, je veux plus jamais faire ça». Bah, c'est cool aussi, tu vois? De me dire, «Bon, bah, ça, c'est sûr, je ferai pas ça quand je serai plus grand». Tu veux un exemple des trucs que je ferai plus jamais? Non, Je suis en train de me dire: «Merde, ça se trouve, je suis en train de dire trop». Non, mais par exemple, je travaille pas avec les enfants. Non pas que j'aime pas les enfants, c'est juste, je ça j'ai l'impression de pas du tout savoir faire, et du coup, j'ai tenté Mmh mh. et je suis revenue dans un état de panique et de stress et complètement, crispée et je me suis dit: «Bah non, en fait, on va rester avec les adultes, c'est déjà suffisamment intéressant comme travail, je vais laisser ça à des gens qui aiment bien ça et qui le font bien». Donc voilà, par exemple. Mmh. OK, très bien. Merci beaucoup. À un moment, tu as dit, si vous voulez un conseil pour débuter en impro appliqué, voilà, trouver quelqu'un qui alors est-ce que ça serait vraiment ton conseil pour quelqu'un qui veut, commencer dans l'impro appliqué ou est-ce que tu aurais un autre conseil pour quelqu'un qui voudrait essayer de s'y mettre? Hem
je vais renouveler ça, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui vous fait confiance et surtout, heu, moi, je vais vous donner ce qui, moi, m'a donné confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu ce truc de des gens m'ont fait confiance pour me faire travailler et surtout aujourd'hui, ce qui fait que sur la longévité, j'y crois encore et j'y suis bien, c'est trouver vos pairs. Trouver des gens qui font le même métier que vous, parce qu'on fait jamais le même métier. C'est-à-dire qu'on fait le même métier, mais on fait pas le même métier. Il se trouve que, bah, moi, j'ai eu la chance de rencontrer, on va dire, assez rapidement, au bout de 2 ans et demi, tout un groupe de comédiens, improvisateurs, formateurs, formatrices avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et qui, sont toujours à un coup de fil ou à un petit message pas loin sur, «J'ai une question, j'ai un doute, je sais pas faire un devis, j'ai envie de changer de métier, élever des chefs dans le Larzac parce que ma vie elle est trop dure. De toute façon Zoom c'est pourri», enfin bon, tout ce que vous voulez, des trucs qui parfois vous font du bien. Si vous connaissez personne, ce qui était mon cas quand j'ai commencé, c'est-à-dire que si vous rentrez dans le réseau, eh bien, sachez que la grande communauté des improvisateurs, improvisatrices, formateurs, formatrices, on est hyper sympa et donc du coup, vous pouvez nous contacter même si on ne se connaît pas parce qu'en fait, je pense qu'on serait tous ravis de répondre à des questions à des gens qui ont des questions pour démarrer et c'est quelque chose que j'ai pas fait quand j'ai commencé parce que je pense que je me sentais pas du tout légitime, prête, je saurais même pas par où est-ce que j'aurais pu écrire quoi que ce soit, j'étais totalement perdue. Si vous avez le nom d'une copine qui a un copain, qui a un pote, qui fait peut-être quelque chose dans ce truc-là, appelez-le, il sera super content. Donc, restez surtout pas tout seul, et trouvez quelqu'un qui vous fait confiance pour vous faire travailler une fois et vous allez voir, après ça déprime. Voilà, je crois que c'est 2 conseils. Mmh. Très bien. Et ben, merci beaucoup Clémence pour le temps que tu m'as accordé pour cette intervention. Je mettrai en commentaire Mon CV moche? Non. non, ton lien vers ton site internet et ta page, je dis page avec, Ta page page ta à la fin. page Oui, ta page, ta page LinkedIn, page ta page sur LinkedIn. Facebook. Si jamais je n'ai pas posé une question, vous diriez: «Ah tiens, j'aurais bien aimé qu'il pose cette question à Clémence», bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, puis je retransmettrai à Clémence qui se permettra d'apporter une réponse. Avec grand Merci. plaisir. Merci à toi, merci à tous ceux qui, ont suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Vivre Impro. Ciao tout le monde et salut Clémence. Salut Julien, merci beaucoup.